Philippe Agostini, en mai 1968, vous étiez ingénieur à Richard Continental, chez Richard Continental à Villeurbanne. Vous y travaillez depuis 4 ans. Alors comment débute cette grève de mai-juin? Les événements, on les avait suivis un peu à la radio. Et en débarquant un lundi matin, la porte était fermée avec un piquet de grève essentiellement CGT. Il ne laissait rentrer que les gens qui étaient d'accord avec la grève. Donc sans problème, je suis rentré. Je me suis retrouvé au bureau d'études avec pas mal de mes collègues. Les plus hauts gradés, les ingénieurs comme moi, étaient restés, il y en avait 2 ou 3, étaient restés côté direction, à l'extérieur. Nous, on était là, il y avait des techniciens, il y avait quelques cadres et les dessinateurs, et on était tous retrouvés là. Conscient que c'était notre place, c'était pas de l'autre côté, c'était là qu'on devait être. Donc ce milieu cadre était plutôt du côté de la grève, aux côtés des ouvriers? Non, le milieu de quelques cadres étaient là. Enfin, je veux dire ingénieur. Ingénieur, oui. Ingénieur, puis bureau d'études, c'est différent. Les gens ont une mentalité différente de la production, où là, ils ont des contraintes de production, justement. Ils doivent assurer le suivi, ils ont un rôle hiérarchique plus marqué, donc ils sont moins enclin à contester un peu l'ordre établi. Ce qui veut donc dire que votre directeur de production, les contremaîtres, n'étaient pas en grève, n'étaient pas dans la boîte? Bien sûr que non. D'accord. Comment ça se passe justement avec le milieu ouvrier, le milieu employé, où la CFDT était représentée? D'ailleurs vous-même, vous étiez déjà un élu au comité d'entreprise? J'étais au comité d'entreprise, élu en tant qu'indépendant, parce qu'à l'époque, un cadre syndiqué à la CGC, ça allait encore, mais à la CFDT ou pire à la CGT, ça passait pas bien. Bon, enfin, c'était un secret polichinelle, tout le monde savait que j'étais syndiqué à la CFDT. Et le contact se passait bien, parce que moi j'avais déjà des contacts par la section syndicale, justement, avec mes collègues ouvriers, mes camarades ouvriers, donc je connaissais quelques personnes dans l'atelier, je connaissais les responsables CGT, etc. Donc, pas eu de problème de discussion, on a discuté un peu de tous les problèmes, mais sans approfondir beaucoup. C'était surtout une ambiance un peu festive, un peu joyeuse, qui se passait dans la cour, où il fallait surtout beaucoup tuer le temps, parce que ça a été long quand même, pendant 15 jours, tous les jours pendant 15 jours, il fallait s'occuper. Alors on a lancé quelques débats sur des thèmes généraux, plus ou moins suivis, c'était intéresser les gens, nos collègues du bureau d'études, l'atelier accrochait moins sur ce genre de débat un peu intello. La CGT était très présente dans l'entreprise, mais la CFDT aussi a joué un rôle dans cette grève? La CFDT était là. En fait, c'était elle qui était... Enfin, moi, je n'ai vu qu'elle pendant la grève. C'est un phénomène curieux. Les dirigeants locaux de CGT, qui étaient pourtant des gens costauds sur le plan dialectique. Pour un certain nombre de membres du Parti communiste? Tous membres du Parti communiste. Je ne les ai pas vus j'ai pas souvenir de les avoir vus pendant la grève. Pourtant, on a organisé des trucs bizarres, puisqu'à un moment, c'est vrai qu'il y avait une certaine ambiance qui s'était créée, de fraternité, en gros, de sympathie. Et cette ambiance, pour essayer de la concrétiser, de la faire perdurer, je ne sais pas qui a eu cette idée, il a dit on va faire un comité, on va élire des gens qui seront chargés d'essayer de maintenir cet esprit-là pour plus longtemps. Donc on a organisé des élections comme ça, alors qu'il y avait déjà des délégués du personnel, un comité d'entreprise, et personne ne m'a fait remarquer ça, qu'il y avait déjà des élus qui existaient, que c'était pas la peine d'en créer. Donc non, on a fait ça. C'est un truc qui n'a pas eu beaucoup d'avenir, c'était à peu près arrêté en même temps que le mois de mai. Mais il y avait ce sentiment qu'il y avait quelque chose à créer, enfin qu'on vivait, qu'il fallait essayer de faire perdurer. Pour les ouvriers, les revendications ont beaucoup tourné, je crois, autour des cadences, puisqu'il y avait un chronométrage qui avait été mis en place quelques mois avant. Mais pour vous, du côté du bureau d'études, c'était plutôt des questions liées au pouvoir. Comment ça s'est passé? Enfin, dire un petit peu son mot sur la marche de la boîte. Voilà, c'était des questions
questions liées au pouvoir technique, éventuellement au pouvoir un peu économique, savoir que la boîte commençait déjà à aller mal, donc ça se sentait, mais on ne voyait pas de solution mise en place. On n'en a pas proposé des solutions, on n'était pas peut-être pas armé pour savoir quelle organisation capitalistique il fallait, mais sur le plan technique, il me semblait qu'on végétait, quoi. Il n'y avait pas d'investissement, de recherche là-dedans. La boîte vivait sur son élan. Il y avait des bons produits pendant les 30 glorieuses, enfin le début de la boîte, etc. Et on avait vécu là-dessus, mais ces produits arrivaient en fin de vie et il n'y avait pas de remplaçant. Et si je me rappelle bien ce que vous m'avez dit en préparant un petit peu cette interview, la direction, du côté de la direction, on était conscient justement de cette demande que vous formuliez. La direction, elle cherchait un bon... Il faut dire que quand je suis rentré, peu de temps avant, il y avait un bon chef de production et un bon directeur d'usine. Il s'est tué en voiture peu de temps. Je crois que c'est à partir de là que la boîte a périclité. Il y avait un homme qui savait où il allait, qui avait le pas sur les propriétaires, parce qu'il avait une forte personnalité. Et avec lui, je pense que la boîte aurait perdu. Là, il n'y en avait plus. On a cherché des directeurs qui sont venus de droite ou de gauche, qui n'avaient pas de connaissances spéciales du milieu de travaux publics. Il n'y avait pas d'âme pour organiser ça. Mais alors sur le plan justement du fait que vous, les ingénieurs, les techniciens, vouliez un petit peu dire votre mot sur ce qui se produisait, la direction a senti ça, je crois qu'on vous l'a dit même d'ailleurs. Oui, la discussion avec le chef de production que j'avais eu, on avait abordé directement en discutant le problème du pouvoir dans l'entreprise, de savoir comment il se répartissait, et quel est le poids qu'on pouvait avoir nous pour le choix des solutions techniques, parce qu'elles nous étaient souvent imposées parce qu'il y avait des décideurs qui s'étaient extérieurs, mais on pensait qu'il fallait pousser la recherche, développer quelque chose de neuf. Ça n'a pas suivi. Je crois qu'il y avait un esprit d'abandon un peu dans la boîte déjà. Alors pour conclure justement, cette boîte va péricliter, en 1969 Saviem arrivera, etc. Est-ce que pour les salariés, donc bien sûr les questions d'emploi, mais est-ce que vous pensez que pour les salariés, qu'ils soient ouvriers, employés, cadres, de chez Dell Alstom, de Richard Continental, pardon, il y est resté quelque chose de ce mai 68? Qu'est-ce qui a pu rester pour eux? Je ne sais pas, parce que là je suis parti assez rapidement. En début d'année 69, je suis parti dans une autre boîte, donc... Mais en termes de rapports sociaux? Les rapports sociaux. Les rapports entre les salariés, ce que vous aviez vécu justement, ce que vous appelez cette fraternité de mai 68? Là, c'est la section syndicale d'entreprise qui avait été reconnue, donc elle avait une existence légale dans l'entreprise. Ça a fait créer des contacts et les gens venaient plus participer un peu plus pendant un moment au moins. À ce moment-là, vous n'avez plus été un ingénieur clandestin CFDT? Non, là... Mais là, d'ailleurs, ça a provoqué une réaction parce qu'aux élections au comité d'entreprise suivant, on a eu un candidat CGC qui s'est présenté contre moi, qui a été élu parce qu'il n'y avait pas beaucoup il n'y avait qu'un poste cadre au CE. C'est lui qui l'a eu parce qu'il était poussé par la direction. La majorité des cadres étaient côté direction quand même. Alors au-delà du côté collectif, sur le plan personnel, vous, est-ce que 68 a été un moment important qui a marqué ensuite le reste de votre parcours militant? Marqué le reste? Non, c'était une expérience vécue, une solidarité effective de gens qui essayaient de faire quelque chose ensemble, qui vivaient un moment extraordinaire, qui vivaient une révolution. Tout semblait possible finalement, ça abattait les barrières, les séparations, etc. On pouvait discuter avec tout le monde, discuter de tout, etc. Ça, on l'a bien vécu ensemble, et c'est pour ça qu'on a essayé de créer quelque chose qui pour perdre, que ça perdure, puis ça n'a pas marché. Mais après, évidemment, il y a eu la déception de la fin, parce que l'image qui me reste de la fin de mai 68, c'est quand on a repris le travail, le portail était fermé, on était de l'autre côté du portail, là c'était la rentrée. Il y a eu un vote tout à fait formel pour décider de la reprise du travail. La CGT était là avec ses drapeaux, elle était pour la reprise du travail.
Et on a voté, moi j'ai voté, donc ça n'a aucune importance parce que de toute manière on était très minoritaire, puis c'était juste pour marquer le coup. Mais j'étais pas content de rentrer comme ça parce qu'en fait c'était la fin de quelque chose, quoi. Ça a été même la fin de la boîte aussi.